synthèse, parce que nous, on demande que ça aussi, de pouvoir bénéficier de ces innovations-là. Il faut que derrière, on ait aussi un accès à l'eau qui nous permette de diversifier nos productions et nos assolements. Voilà, il y a des schémas comme ça, certains clichés qui sont quelquefois qu'on entend dans la société et qu'il faut un petit peu casser si on veut avancer dans le contrat social sur notre modèle d'agriculture. Voilà, l'agrandissement, il ne faut pas dire il ne faut soutenir que des exploitations de 10 hectares et l'agrandissement c'est mal. Non, l'agrandissement c'est pas mal. C'est pas où le small is beautiful, c'est vraiment un modèle, c'est un cliché dont il faut sortir. Des petites exploitations c'est bien, quand elles sont plus grandes c'est bien aussi. Quand on permet à des agriculteurs de regrouper leurs moyens de production, ça permet aussi derrière d'avoir des exploitations plus vivables. Et quand on sait que le suicide c'est une vraie problématique en agriculture, enfin il y a une réalité sociale aussi derrière tout ça. Donc, regrouper des exploitations, agrandir, regrouper des moyens de production, il y a des questions de vivabilité derrière, il y a des questions de maintien de l'emploi. On parlait des abattoirs, des industries, des laiteries qui sont dans les territoires et qui aujourd'hui mettent la clé sous la porte parce que les filières meurent, tout simplement, de production, parce que les agriculteurs ne se renouvellent pas au niveau du renouvellement des générations, parce qu'il y a moins d'installations. C'est une problématique qu'il faut traiter aussi à la source. Voilà. Donc juste pour répondre à la fois sur ces modèles agricoles et sur le contrat social, aujourd'hui il faut vraiment qu'on dépassionne certains débats et qu'on réfléchisse tous ensemble à l'agriculture qu'on veut. Et dernier point, je vous rassure, si les politiques publiques agricoles étaient décidées par Syngenta, je vous assure qu'elles ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, rassurez-vous. Bon, donc, continuons l'ordre des interventions. Donc Claude et Lydia Bourguignon. Dans les techniques que nous développons avec les agriculteurs pour qui nous travaillons, puisque nous on est une situation particulière, on est un laboratoire privé, c'est très rare en France. On est le seul laboratoire en France à faire de l'analyse physique, chimique et biologique des sols. Donc notre travail est un peu particulier, il consiste non pas à faire de l'analyse de terre, mais on ne travaille pas sur des échantillons envoyés par la poste, parce que l'analyse de terre c'est à peu près l'équivalent. Si vous envoyez votre urine au Toubi, puis vous lui demandez j'ai quoi comme maladie, il vous dira en tout cas vous n'avez pas le diabète, c'est tout ce qu'il pourra dire. Si vous voulez vraiment aider un agriculteur dans la compréhension de son sol, il faut venir chez lui, il faut faire le trou, il faut voir jusqu'où descendent ses racines. Parce que je vois la plupart des analyses de terre sont faites sur 0,30. Les racines ne se nourrissent pas sur 0,30 cm. Moi, j'ai fait des profils de blé, j'ai vu des racines de blé à plus de 3 mètres de profondeur. Donc vous voyez bien que quand un blé explore 3 mètres de profondeur, c'est 30 000 tonnes de terre. Vous mesurez à ce moment-là, ce que nous faisons dans notre laboratoire, c'est que nous mesurons la réserve d'éléments nutritifs qu'il y a sur 3 mètres de terre, ou sur 2 mètres, ou sur 1,50 m. Et on va donner à l'agriculteur les réserves en kilo-hectares, et non pas, comme font toutes les analyses de terre, en ppm. C'est la grosse subtilité des marchands d'engrais, c'est qu'ils donnent des analyses de terre en ppm, ce que les agriculteurs ne comprennent rien, ils ne savent pas ce que veut dire ppm, et ils voient qu'après, il faut rajouter de la potasse, du phosphore, etc. Lorsque vous dites à un agriculteur, monsieur, vous avez 1,7 tonne de potasse à l'hectare, vous avez 650 kg de phosphore, vous avez 1,2 tonne de magnésie, il n'est pas idiot l'agriculteur, il sait qu'il en a beaucoup de trop. Il sait qu'il n'y a aucune plante au monde qui a besoin d'1,7 tonne de potasse. Donc ça nous permet, nous, dès la première année, de lui faire arrêter de mettre le potassium, le phosphore, etc. Et bon, il y a un élément qu'on ne peut pas baisser, parce que l'activité biologique des sols est trop effondrée, c'est l'azote. Donc l'azote, on sait que si on lui fait lever le pied sur l'azote, il va avoir des chutes de rendement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui apprend à arrêter de labourer. C'est très compliqué de faire arrêter de labourer un agriculteur. Bon, il y a maintenant, ça commence à bouger, parce qu'il y en a qui commencent à installer les blés sans labour, mais ça reste encore très mythique, le labour. Et donc, qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur fait faire du semi-direct sous couvert. C'est quoi le principe du semi-direct sous couvert? C'est ce que vient de dire Marc Dufumier, on ne laisse plus jamais le sol nu. On va donc moissonner uniquement les épis, on va laisser les pailles, et avec le tracteur qui arrive derrière, on va mettre un rouleau à l'avant du tracteur, on va écraser les pailles, et on va semer derrière un couvert. Ce couvert, ça c'est une loi de botanique, si vous avez 6 espèces, vous couvrez 90% d'un sol, avec 12 espèces de plantes, vous couvrez 100%, il n'y a plus de mauvaises herbes. Donc la technique va consister, c'est assez difficile pour des agriculteurs d'avoir 12 espèces, mais 6, ils le font assez facilement. Et on va choisir des espèces qui gèlent, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'herbicides, parce qu'il y a une mauvaise réputation sur ce semi-direct, c'est que Monsanto se fait un pognon d'enfer en racontant aux gars que sans pesticides, sans herbicides, on ne peut pas faire de semi-direct, c'est complètement faux. Il faut savoir bien gérer ses couverts. Et on va semer dans le couvert. Donc on profite des derniers jours chauds de l'année, c'est le mois d'août et le mois de septembre, pour produire de la biomasse. Cette biomasse, on va lui donner à manger au démarrage, puisque le blé a tout sucé, ou l'orge ou la céréale d'avant a tout sucé, il n'y a plus rien à manger, donc le couvert ne peut pas partir. On donne à manger en localisé, on ne donne pas à manger à côté, uniquement dans la raie de semis. On va nourrir, on fait pousser notre biomasse. Cette biomasse, pareil, on va la rouler, on l'écrase et on recèle notre culture d'hiver. Avec ces techniques-là, on arrive à faire une agriculture qui passe de 125 litres de fioul hectare à 25 litres. On arrive à travailler avec que de l'azote.
Hein, par exemple, le premier agriculteur que nous avons, le premier semis direct sous couvert que nous avons fait faire en France, c'est automne 99. Eh bien, l'agriculteur que nous suivons depuis, c'est quelqu'un qui était à 1,7% de matière organique. Là, il est à 4,7%. C'est quelqu'un qui était à 190 unités d'azote pour faire 80 quintaux. Il en met plus de 110. Et mon but, c'est de l'amener, parce qu'on a maintenant suffisamment de recul dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, on peut faire une unité d'azote par quintal. C'est-à-dire, vous pouvez faire en France 80 quintaux de blé, ce sera le futur, avec seulement 80 unités d'azote. Et on arrive à ce moment-là avec des systèmes agricoles zéro pollution. C'est-à-dire que quand on fait les mesures de reliquat azoté derrière, on est entre 2 ou 3 unités d'azote, alors que la plupart des sols français, quand on fait des reliquats, on est plutôt à 40-60 unités. Donc, on met au point un modèle qui est basé sur l'observation du milieu naturel. C'est ce qu'on fait avec l'IDA depuis 25 ans. Quand on nous appelle au Laos ou au Madagascar ou au Brésil, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on part dans la réserve naturelle. On se fait engueuler par les agriculteurs, qui sont bien gentils. Enfin, on ne vous a pas payé un voyage sur le Mato Grosso au Brésil pour venir étudier la forêt. On leur dit, nous, tant qu'on ne sait pas comment marche votre modèle naturel, on ne peut pas vous créer un modèle technique pour chez vous. Et c'est ça la base, si vous voulez. Ce sera ça l'agriculture de demain. Ce ne sera pas une agriculture qui imposera un modèle tout fait dans les laboratoires ou chez les marchands d'engrais. C'est basé sur l'observation du milieu sauvage. Vous n'avez pas les mêmes espèces de faune. Par exemple, les forêts équatoriales tropicales marchent avec les termites. Il n'y a quasiment pas de vers de terre dans ces sols-là. C'est la termite qui fait le recyclage. Qu'est-ce que font les agronomes pour le moment? Ils arrivent à foutre le feu à la forêt, ils tuent toutes les termites. Au bout de 5 ans, la terre est partie, ils disent, oh là là, c'est des sols qui valent rien, ils sont d'une pauvreté totale. Bah oui, mais c'est là que poussent les plus grands arbres du monde. Donc il ne faut pas dire que c'est les sols pauvres, il faut dire, je n'ai pas compris comment fonctionnaient ces sols et j'ai fait une erreur et c'est pour ça que je suis maintenant dans l'érosion. Donc la base, et ça je reviens à la base et c'est ce qu'a oublié complètement l'agriculture, c'est ce que dit Claude Bernard dans la méthode expérimentale. Qu'est-ce que c'est que la méthode expérimentale en biologie par rapport à la méthode expérimentale en physique ou en mathématiques ou en chimie? D'abord observer. C'est ce que dit Claude Bernard. Vous ne pouvez pas faire un modèle durable en agriculture si vous restez enfermé dans les laboratoires à créer des modèles avec des OGM. Vous ne pourrez faire des modèles durables que si vous allez dans la nature. Quand nous, on est appelé en Ukraine, on va regarder le modèle de la steppe. Quand on est appelé au Burkina Faso, on va regarder le modèle de la savane. Quand on est appelé au Ghana, on va regarder la forêt tropicale. On regarde comment ça marche. Et c'est à partir de cette observation que vous pourrez mettre au point des modèles d'agriculture durable. Donc c'est une démarche qui demande un changement de pensée complètement différent, parce qu'il demande d'avoir une chose qui, hélas, est très mal enseignée dans l'enseignement mondial, c'est l'observation. Et ce qui est très intéressant, bon, moi je trouve que j'ai une formation du VVF, je suis passé par l'ornithologie, etc. Donc j'ai appris énormément à observer. J'ai travaillé sur les gorilles à côté de Diane Fossé, etc. Donc j'ai appris à observer. Et tant qu'on n'enseignera pas l'observation, vous baladez qu'une paire de jumelles pour regarder quand vous arrivez dans une région, est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce qu'il n'y en a pas, combien il reste d'espèces, etc. Tant qu'on n'aura pas aiguisé le sens de l'observation, on ne pourra pas faire de modèle durable. Bon, merci beaucoup. C'est sur le dernier point, cette question de l'observation et de la question de la facilité à changer et de la montée en puissance d'un discours assez fort, parti, y compris dans l'agriculture raisonnée, le besoin pour les agriculteurs d'observer à nouveau, d'être les acteurs de leurs décisions techniques. Comment vous voyez cette question finalement du changement chez les agriculteurs et de la question justement de cette... Oui, vous, Jean ou Marc, peu importe, enfin les autres intervenants, comment cette question de la réappropriation de la technique par les agriculteurs, comment vous la percevez? Bon, alors, moi, je partage l'idée de Claude Bourguignon sur le fait qu'il faut observer. Ça, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que dans le discours, il y a quand même une contradiction, puisque d'une main, tu dis, voilà, ce qu'il faut, c'est plus labourer, maintenir un semis sous couvert permanent, donc c'est un modèle unique que tu nous proposes. Or, justement, moi, je pense, et puis après, tu dis, non, il faut regarder comment fonctionnent les écosystèmes dans leur diversité pour s'adapter tout partout. Mais enfin, au final, c'est semis direct sous couvert végétal. Or, je pense que ce système est très intéressant. D'ailleurs, on l'enseigne ici à l'agro. Mais c'est un système très intéressant. Mais, bon, alors d'abord, dont la déclinaison peut prendre de multiples formes, dans le choix des espèces, dans les périodes d'intervention, etc. Mais surtout qui peut parfois ne pas convenir du tout. Par exemple, la présence de la couverture permanente, ça va bien tant qu'il y a de l'eau. Mais si on est dans une région où la réserve des sols est un peu limitée, eh bien la couverture va utiliser de l'eau dont ne bénéficiera pas la culture. Donc là, il faut peut-être discuter et envisager un autre moyen. Et voilà. Et puis c'est pareil pour tout. De toute façon, je ne vais pas, là, encore une fois, refaire un cours d'agronomie. C'est juste pour vous faire sentir que, voilà,
vous l'avez compris depuis le début, moi je combats l'idée qu'un modèle unique puisse correspondre. Et puis la deuxième idée aussi peut-être, c'est que ne faut pas non plus trop survaloriser le fonctionnement des écosystèmes. Et, parce que la question de fond, que l'on peut d'ailleurs aborder au plan scientifique à travers les outils de l'écologie, c'est finalement, est-ce qu'un champ de blé, ça marche comme une forêt? Et qu'est-ce que l'observation de la façon dont la forêt est naturelle, parce que la forêt aussi, ça évolue. Est-ce que l'observation de ce qui se passe sous la forêt naturelle, c'est quelque chose que l'on peut transposer dans un champ de blé? Je dis pas oui, je dis pas non, je dis quand même qu'on peut discuter et revenir peut-être sur cette hypothèse. Quand on travaille en Tunisie, dans le sud tunisien, au Kef, avec 350 mm d'eau, on fait du semis direct. On n'utilise évidemment pas les mêmes espèces qu'en France. On travaille des espèces qui germent sans eau. Enfin, je sais pas, il y a quand même 350 000 espèces de plantes, en tout cas inventoriées sur Terre, et vous avez de quoi faire pousser sur tous les milieux écologiques, sauf le grand désert. Dans le désert, mais on ne fait pas d'agriculture dans le désert. Okay. Je propose de ne pas nous attarder sur le débat sur le couvert. C'est développer un modèle adapté à chaque région écologique. Voilà. Donc sur cette question de l'observation, de l'appropriation par les agriculteurs de façons de faire un petit peu plus sophistiquées que la préconisation technique standard, Marc Dufumier. Oui, non, mais ça va de soi. Hein. L'agroécologie, en tant que discipline scientifique, parce que je pense que le terme est bon, c'est l'écologie des agroécosystèmes, c'est-à-dire c'est la discipline scientifique qui tend à rendre de plus en plus intelligible la complexité du fonctionnement des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Voilà. Ça, c'est la discipline scientifique, et je trouve que le terme est excellent. Et si on regarde l'humanité, il est clair que l'humanité a su, dans certaines périodes de son histoire, bâtir des agroécosystèmes qui n'ont rien de naturel et qui ont été extraordinaires. Pensez au bocage breton. Il n'y aurait pas de bocage breton, ce serait une lande, ou bien ce serait une forêt. Regardez la rivière d'autrefois. Il y avait du riz, des escargots, des poissons, des grenouilles, les canards. Les canards picoraient les mauvaises herbes, et on est en train de redécouvrir ça en Camargue, que même nos canards sélectionnés pour le magret et le foie gras sont capables de bien picorer une mauvaise herbe et de la différencier d'un brin de riz. Bref, c'était un agroécosystème d'une extrême complexité. Et oui, c'est quand même pas trop mauvais de savoir qu'il y a des moments dans l'humanité où on est parvenu à la fois à produire davantage pour nourrir une population croissante et la nourrir mieux, sans causer des dégâts de type non-durabilité des agroécosystèmes. Les potentialités productives ont été maintenues et même parfois, ça a même créé, pas ex nihilo, mais ça a permis la naissance d'une énorme biodiversité. Il est évident que l'agriculture de demain va devoir s'inspirer de ça, et non pas d'une agriculture industrielle qui, derrière des variétés améliorées, qui expriment leur rendement avec les pesticides et les engrais, qui, ceci, fragilise exagérément les agroécosystèmes. Et dans les écosystèmes, je suis content de l'évolution de la discussion, parce qu'il n'y a pas que l'écologie des sols. C'est très important l'écologie des sols, y compris parce que l'énergie vient du soleil, ça ne vient pas du sol, l'eau, ça vient de là-haut, ça ne vient pas du soleil, le gaz carbonique aussi. N'empêche que l'importance qu'il y a des sols pour que l'eau s'infiltre, pour qu'effectivement il y ait le moindre ruissellement. Par exemple, la couverture végétale, ça permet d'éviter les ruissellements, ça permet aussi à l'eau de s'infiltrer, ça permet évidemment d'avoir une plus grande couverture végétale. Maintenant, si on me dit ça va dépendre des endroits, pour moi, l'agroécologie, quand vous êtes au Niger, en région semi-aride, je suis désolé, sur un parc arboré d'acacia albida, le rendement en mil et de sorgho, il est à 2 à 3 fois supérieur. Et en 15 ans, vous y arrivez. La couverture végétale dans des régions comme celle-là, ça peut être un parc arboré. Dites-moi où nous sommes, dites-moi où sont les agroécosystèmes, dites-moi le type d'agriculture qu'il faut promouvoir. Mais quand même maintenant, sur le bio piédestal, et sur quand même une tonalité, là, chez mes collègues à droite, qui est de dire, on va devoir soutenir l'agriculture bio, elle a sa place. Mais il faudra aussi, comme dit Stéphane Le Foll, soutenir une production de masse. Alors non, hein, si c'est l'agriculture industrielle qui nous fait les plus grands dégâts, je suis désolé. L'idée, comme une grande diversité d'agriculture, elle mérite tout autant d'être soutenue. Ça, je pense que c'est une énormité. Et quand on me dit, alors là, excusez-moi, je pense que c'est quand même, pour un syndicat agricole, surprenant de voir comment les agriculteurs sont descendus. Qu'on me dit les algues vertes sur le littoral breton, c'est pas sûr que ce soit l'azote. Alors oui, si. Bon, on m'a déjà dit, hein, que c'était pas l'azote, c'était le phosphate c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie. Ça s'appelle le déni. Alors, sachez, Claude Allègre, chez les scientifiques, a été capable de faire aussi du déni. Hein. Donc, je veux dire que ça se retourne contre les gens. Si les agriculteurs, leur réparation sociale et contact avec la société, veulent vraiment cesser d'être stigmatisés, alors il faut surtout reconnaître les faits. Le phosphate sur le littoral breton, ça fait des années qu'il est dégagé. C'est bien le supplément d'azote lié aux formes d'élevage d'aujourd'hui qui est à l'origine de l'eutrophisation. Parce que l'excès de phosphate, il existe déjà depuis très longtemps. C'est évident qu'il faut éviter et que l'azote et que le phosphate rejoignent le littoral breton,
Mais je veux dire, il y a quand même eu des études suffisantes là-dessus. Et si la défense des agriculteurs en Bretagne, c'est de dire, laissez-nous faire des poulets doux, abattoirs ils ferment, laissez-nous faire des cochons dans l'état où on le fait, laissez-nous faire avec le soja, et tant pis pour le lisier, évitez-nous de nous redemander de la paille, et on ne veut rien voir, les algues vertes, c'est l'industrie. Alors là, effectivement, l'avenir des agriculteurs et la rencontre avec la société, c'est foutu. Le piédestal de l'agriculture bio. Là, je rejoins un petit peu l'idée. La force de l'agriculture biologique, c'est son cahier des charges. Elle a un cahier des charges, elle a un logo, elle a un prix supérieur, et le supplément de travail et l'éventuel moindre rendement d'agriculture biologique est compensé par ce produit qui est certifié. Ça, c'est sa force. Et c'est aussi sa faiblesse. Parce que sa faiblesse, c'est un cahier des charges qui est né au moment où l'agriculture biologique opposait chimique à naturel. Alors moi, je vous ai déjà dit que les bocages et les rizières, ça n'avait rien de naturel, c'est totalement artificiel. Et un pesticide naturel, ça reste un pesticide. L'agroécologie, dans son idéal, dans le respect des différents agroécosystèmes, ça ne va pas être ça. L'agroécologie, c'est précisément, elle n'oppose pas forcément chimique et naturel, elle oppose surtout ce qui tue à ce qui protège ou vit avec. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas un retour en arrière. Les champignons mycorhiziens, de toute façon, je veux dire, nos grands-mères ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est vrai qu'on va devoir travailler sur les champignons mycorhiziens, on va quand même devoir éviter les fongicides, et c'est vrai que ça va être hyper moderne. On est bien d'accord. Hein. L'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est une agriculture savante, moderne, artisanale, intensive en emploi. Mais il est évident qu'après, on va quand même devoir, dans le passé, récupérer des variétés anciennes et des variétés de tolérance, pas forcément de résistance. Parce que si c'est de la résistance et qu'il y a les contournements et qu'il y a des espèces qui vont contourner le truc, c'est pas forcément génial. Mais une variété velue qui peut côtoyer des insectes piqueurs-suceurs, parce que l'insecte piqueur-suceur, il est sur les poils et n'arrive pas à piquer, sucer la sève et transmettre un virus, je trouve que c'est quand même pas complètement idiot. Donc retrouver des critères de variétés qui peuvent vivre avec la biologie du lieu, et moi aussi je pense que de retourner dans le Mato Grosso, dans la forêt laotienne, de retourner dans chacun de nos écosystèmes, de voir quel était l'écosystème originel, pour faire quelque chose de nouveau, hein, parce que la rizière, c'est pas le marais, le bocage, c'est pas la lande, hein, mais c'est quand même... Non, la rizière d'aujourd'hui industrielle, oui, mais c'est le canard, c'est la grenouille, c'est des escargots. Oui. Bon, alors, sur cette question... Alors. Non, mais d'où vient l'idée de me faire dire que j'aurais des dogmes? Ça, je ne supporte pas. Qu'est-ce qui fait que le bio a un côté sectaire? C'est qu'effectivement, ça fait tout ou rien. Donc il y a des gens qui sont dans des marges de progrès, qui ne sont pas dans le bio, sont un peu jaloux de voir que les autres sont bien rémunérés en faisant le tout bio. Mais il faut dépasser ce débat sectaire. Mais il faut quand même évoluer vers une agriculture intensément écologique. C'est quand même l'agriculture biologique avec son cahier des charges imparfait, j'en conviens, et le cuivre en particulier, qui est celui qui lui ressemble le plus. C'est pas le mettre sur le piédestal, c'est dire que c'est le plus avancé dans ce qui est notre idéal. Et puis, c'est de dire que l'agrandissement des exploitations, on dit ça peut être bien, n'empêche que ça ne crée pas d'emploi. Et quand on me dit que c'est ça, une agriculture intensive en emploi, je suis désolé, je pense que la profession agricole, excusez-moi, je dis ça de l'extérieur, est mal défendue. Bon, eh bien, les défenseurs de la profession vont se défendre. Alors, dans les questions, outre la liberté totale de répondre à vos interlocuteurs, mais est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'agriculture écologiquement intensive, est-ce que ça ressemble à ce qui vient de nous être évoqué à travers l'évocation de l'agroécologie? En fait, j'étais encore sur la question antérieure qui concernait, en gros, sommes-nous maîtres de nos décisions et sommes-nous capables d'adapter certains modèles et certaines préconisations des personnes notamment qui nous conseillent? J'imagine que c'était l'idée derrière par rapport à ce que nous voyons ou à ce que nous vivons, nous, dans nos exploitations. S'il y a bien un maître mot aujourd'hui dans tout ce qu'on fait sur nos exploits, dans toutes les filières encore une fois, et sur tous les modèles de production, c'est l'adaptation. On le fait en permanence. Moi, quand je me lève le matin, que je vais travailler, je ne sais jamais exactement ce que je vais faire et ce qui va m'arriver. Parce que ça va dépendre des conditions climatiques, ça va dépendre du vent. Enfin, je ne sais pas, moi, ce week-end, j'ai préparé pour mes semis de printemps. Donc, j'ai préparé mon sol. J'ai attelé un outil qui s'appelle un vibroculteur. Et donc quand je suis arrivée, j'ai regardé le travail que ça faisait. Bon, on a regardé, elles m'ont fait, ça c'est pas joli, il faudrait peut-être plutôt essayer tel outil, ce serait plus fin, ce serait ci, ce serait là. Encore une fois, on s'adapte en permanence. Il n'y a pas de modèle comme ça qu'on adapte, que ce soit sur des produits, que ce soit sur des interventions, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire tel modèle. Le tout labour versus le non labour, ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. On n'est pas dans le tout labour, c'est-à-dire tous les ans, on laboure toutes nos parcelles, ça n'existe pas.
Enfin, moi, il n'y a aucun agriculteur de par chez moi ni ailleurs qui dit on laboure tout, tous les ans. En fait, non. On le fait dans certains types de terres, parce que ça va dépendre, je ne sais pas moi, du versant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argile? Est-ce que ça retient l'eau? Est-ce que ça a été très tassé? Est-ce qu'on a eu beaucoup d'attaques d'adventices, enfin de mauvaises herbes dans ces champs-là? Si on décide de labourer, c'est des choses qui reviennent tous les 3 ans, tous les 4 ans. Enfin, je veux dire, on raisonne nos interventions, on n'est pas débile et on n'a pas envie, nous, de nous couper l'herbe sous le pied, quoi. Enfin, la terre, c'est notre outil de production. Ça a aussi une dimension non seulement économique, de métier, mais aussi affective. Enfin, c'est quelque chose d'une relation assez passionnelle. Donc, on n'arrive pas en disant « chouette, comment je vais pouvoir faire du mal à mon sol aujourd'hui ?» quoi. Donc, enfin, voilà, on n'est pas sur des systèmes comme ça, tout labour ou tout direct. Non, on s'adapte à nos productions, à notre terroir, à ce qu'on voit, et on expérimente aussi, on essaye. Donc, on est aussi preneur de nouvelles solutions. Quand on parle du bio, ils ont des avancées qui sont notables. Enfin, quand on voit, moi sur mon maïs, au niveau de la lutte contre la pyrale, quand on utilise des trichogrammes, qui sont des sortes de micro-abeilles, enfin pas des abeilles comme chez nous, mais qu'on utilise donc sur nos maïs pour lutter contre la pyrale, bah, ce sont des avancées qui ont été faites par des industries bio. On est très très heureux en conventionnel de pouvoir en profiter et de pouvoir les intégrer. Et c'est très bien. Et plus il y aura des solutions comme ça, nous on en est preneurs. La recherche variétale aussi. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, on compte beaucoup aussi quand on parle d'innovation sur la recherche dans tout ça, pour pouvoir, nous, les intégrer à notre quotidien et à nos pratiques. Il ne faut pas être aussi manichéen que ça. Après, quand on parle... Enfin, là, je prends juste un temps un peu plus syndical parce qu'on a évoqué le sujet syndical. Ça ne va pas être très très long, mais on dit que... j'entends qu'aujourd'hui, les syndicats ne reconnaissent pas la réalité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'algues vertes en Bretagne. Ce que je dis, et ce qu'on dit au niveau du syndicat, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas par un excès de réglementation absurde qu'on va lutter contre les algues vertes en Bretagne. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'administration, et je ne parle même pas du législateur, du Parlement ou de l'Assemblée nationale, c'est pas parce que quelques fonctionnaires du ministère de l'écologie auront décidé, de manière complètement arbitraire, de ressortir un critère de 18 mg par litre. La réglementation européenne est à 50 mg par litre de nitrate. La France, aujourd'hui, nous dit qu'il faut aller à 18. Et si vous n'êtes pas en deçà de 18, on va vous mettre avec des zones dites vulnérables, avec plein de critères, une réglementation de fous furieux pour faire baisser le taux de nitrate. Et on sait très bien que ce n'est pas en classifiant, en mettant des règles bureaucratiques sur des zones où on est à plus de 18 mg par litre, et que ce soit dans le Tarn, dans le Languedoc-Roussillon, dans le Massif central ou partout, qu'on va résoudre le problème des algues vertes en France. C'est ça que je dis. Donc aujourd'hui, il faut arrêter, parce que les écolos rêvent pendant que l'agriculture crève. Et ça, c'est valable sur les algues vertes, sur l'excès de réglementation au niveau des nitrates. Non, mais il faut le dire. Aujourd'hui, on ne répond pas à des problématiques agricoles par un excès de réglementation. On répond à des problématiques agricoles en se mettant tous autour de la table, en essayant de casser un petit peu les clichés qu'il y a, en observant nos exploitations et en s'adaptant aux modèles agricoles qui doivent coexister. Donc, il n'y a pas de mise sur piédestal de l'un par rapport à l'autre. Tous les modèles existent et c'est bien. Il n'y a pas... Je crois que la plus mauvaise défense qu'on peut faire du monde agricole, et heureusement qu'il y en a ici qui ne sont pas défenseurs des agriculteurs, parce que quand on nous dit, attention, les cochons, les poulets en Bretagne, ça ne devrait plus exister parce que c'est mauvais. Enfin, attendez, si demain on importe, parce qu'il y a une vraie demande, hein, on est encore importateur de poulets industriels. Donc demain, si c'est en important des poulets industriels et des cochons industriels d'Asie du Sud-Est et d'Amérique qu'on défend l'agriculture française, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut raisonner les choses. Si on veut un vrai modèle avec une agriculture en France, effectivement, il faut être ouvert à cette diversité-là. Bien. Marc Dufumier, et puis ensuite je propose de passer éventuellement la parole à la salle et que vous interrogiez donc les membres de la table ronde sur leurs propos. Rapidement, le manichéisme. On n'a jamais dit que les gens qui labouraient le faisaient pour faire mal à leur sol. Laisser entendre que nous aurions dit ça, c'est-à-dire dans un débat, quand on commence pour gagner un débat, commencer à faire dire à l'adversaire ce qu'il n'a pas dit, ça dessert la cause de celui qui débat comme ça. On n'a jamais dit qu'on labourait les sols pour faire mal à un sol. Ça n'a rien à voir. Alors, je reprends, parce que je pense que c'est... on dit l'excès de réglementation. Et pourquoi c'est un excès de réglementation ? C'est parce qu'on n'a pas réorienté les subventions. Moi, j'ai jamais dit qu'il faut réglementer, j'ai dit qu'il faut payer les services environnementaux. Et c'est parce que le syndicalisme agricole a maintenu les subventions à l'hectare en disant qu'il ne faut rien changer, etc.,
que du coup, on a été obligé de mettre des éco-conditionnalités et des excès de réglementation. Mais les agriculteurs payent très cher une stratégie syndicale erronée. Il est évident qu'il faut d'abord que les agriculteurs réagissent en fonction de rapports de prix et que travaillant pour leur intérêt privé, c'est parfaitement leur droit, le revenu de la famille, ils soient dans des rapports de prix qui les incitent à faire les systèmes de production les plus conformes à l'intérêt général. Et dire tous les systèmes existent, et c'est très bien, ben, je vais vous dire, c'est quand même une façon de laisser entendre qu'il n'y a aucun système qui mériterait d'être dénoncé. Et du coup, les perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là, c'est silence. Il n'y a rien à voir. Ça, cette défense syndicale du monde agricole, pour fréquenter effectivement plutôt le monde agricole, mais je fréquente quand même le monde agricole, rassurez-vous, ça fait le plus grand mal au monde agricole de se défendre avec le déni, avec on vous fait dire ce que vous n'avez pas dit, chez l'excès de réglementation, n'empêche qu'on a fait tout pour que ce ne soit pas le paiement de services environnementaux, mais des subventions directes et la mendicité qui continue. Ça, effectivement, je comprends moi l'excès de réglementation, je crois que vous ne supporterez pas, mais il est évident que les réglementations européennes pour tous les terroirs de 28 pays uniformes pour éviter les distorsions de concurrence, excusez-moi, c'est soit contre-productif, soit inefficace, mais c'était évident que ça allait mener les agriculteurs dans cette tambouille. Et puis alors la filière doux, les poulets bas de gamme, ben, je suis désolé, oui, mais y compris Stéphane Le Foll, lui, breton et élu de la Sarthe, il sait qu'à la tonne de poulet, le poulet de Loué crée plus d'emplois que les poulets doux. Alors évidemment, dans l'urgence, il est obligé de subventionner, éviter la fermeture des abattoirs, etc. On nous demande encore de subventionner sans changement du système de production. Mais continuer de subventionner un système de production qui est sans avenir, parce que les vrais poulets, nous les importons, et que nous, on exporte vers l'Arabie Saoudite des poulets concurrents élevés comme ceux du Brésil, ben c'est évident que ça n'a aucun avenir. Et je pense que celui qui est le plus utile pour les agriculteurs, pour les sortir de cette situation dans laquelle sont les bonnets rouges, on me dit, la poudre de lait, on a des avantages, on sait faire, parce que ça va être un lait, vous allez voir, pour les enfants en Chine. Mais n'oubliez pas d'abord que si les Chinois investissent dans les tours de déshydratation, c'est quand même qu'il y a des subventions, nos impôts subventionnent, et donc effectivement ça rend la chose rentable. Et n'oubliez pas que les Chinois font exactement les mêmes investissements en Uruguay, en Irlande et en Nouvelle-Zélande, et avec des techniques identiques. Donc ne me faites pas croire que la poudre de lait avec un robot de traite de 60 vaches sera compétitive avec certaines fermes de 1000 vaches ici ou là, dans lesquelles parfois le lait n'est qu'un sous-produit du méthane. Alors regardons les choses en face. Moi je pense que le meilleur qu'on puisse faire aux agriculteurs, en tout cas les scientifiques, c'est leur rôle, c'est de leur dire, même si je comprends que c'est assez dur à entendre ça par contre je comprends que le modèle dont vous me dites quel est son avenir, si on ne bouge pas, c'est nul, c'est la catastrophe, c'est l'exode rural, c'est le sous-emploi, c'est l'industrialisation de l'agriculture, elle ne sera pas rentable parce qu'on n'est pas sur les produits industriels rentables. Je comprends que c'est dur à dire, mais moi vous m'avez demandé quel modèle, moi je propose qu'on change et que cette fois on décide, alors évidemment en fonction des agroécosystèmes, en s'inspirant de l'agroécologie, faire l'usage intensif des ressources naturelles qui ne coûtent rien, les rayons du soleil, les gaz carboniques, l'azote de l'air, et économe en énergie fossile, et que pour les éléments minéraux, ben, on utilise au mieux les racines profondes, les champignons mycorhizaux, et on recycle avec du fumier. Je trouve que ce n'est pas complètement idiot. Oui, je suis très objectif sur cette question-là. Roger Estrade me dit que je serais tombé dedans à la naissance. Bon. Bien, donc je crois qu'il faut, là on parlait que les réglementations énervent les agriculteurs. Non, la réaction de l'agriculteur serait de dire, si j'ai 18 mg ou 50 mg, c'est que j'ai mal bossé, c'est que je ne suis pas pro. Je ne dois pas avoir de nitrate dans mes eaux. Si je travaille correctement, je dois recycler mes éléments. Mais je voudrais citer une histoire. En 2000, Lydia a organisé un voyage de 10 céréaliers français. On les avait répartis sur l'ensemble du territoire et on les a emmenés au Brésil. On les a emmenés au Brésil et Lydia va organiser un voyage. On démarrait à 700 mm d'eau dans le sud du Rio Grande do Sul et on a terminé sur le Mato Grosso avec 3 mètres d'eau par an. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y avait un breton dans le groupe. D'abord, c'était drôle parce qu'il y avait des bosserons, c'est des gars qui roulaient un peu les caisses, c'était quand même des gros. Pourquoi se payer un voyage au Brésil? C'était quand même des gars qui avaient 200 hectares, 300 hectares, donc ils roulaient des caisses, ils se pensaient des gros caïds. Et puis, le premier agriculteur chez qui on est arrivé, il avait 900 hectares, il s'excusait d'être un petit de la région Gros. Donc, les bosserons, ils ont mis un petit peu ils ont baissé un peu les yeux. Et ce qui était drôle, c'est que quand nous sommes sortis de l'aéroport de Rio Grande do Sul, on est monté dans un bus avec les agriculteurs et on passe devant une énorme usine, il y avait écrit Doux. Et il y a le breton qui me dit, oh c'est marrant, ça a le même nom que l'usine Doux à côté de chez moi. Non, mais je lui dis, c'est pas, ça a le même nom, c'est une usine Doux. Parce que M. Doux, il a compris qu'on gagnait beaucoup plus de pognon en faisant du poulet au Brésil, en les revendant en France, qu'en faisant du poulet en Bretagne. Après, il s'est fait financer
financé par la France, et puis voilà. Et puis les agriculteurs, ils ont commencé à s'ouvrir les yeux qu'effectivement, M. Doux, il avait son soja sur place au Rio Grande do Sul. Il n'avait pas besoin de l'importer du Brésil, et qu'il remplissait des bateaux de poulet, que ça rapporte plus d'argent que de remplir un bateau de soja. Et ça, c'est intéressant de faire voyager les agriculteurs français, parce qu'ils comprennent que le modèle industriel, mais ils sont cuits. On les a emmenés chez un gars qui avait 50 000 hectares dans le Mato Grosso. Le type, il avait un parc de moissonneuses-batteuses. Nous, on travaillait avec des gars qui ont des semoirs, enfin, pour vous donner une idée, hein, des gars qui ont des semoirs de 24 mètres de large, qui sèment 200 hectares jour avec un seul bonhomme. Vous voulez vous battre avec les petits territoires français à 300 hectares? Pour vous donner une idée, là, on travaille avec un Argentin, il a 30 000 hectares. Sa ferme, les non-stop, il ne fait pas de demi-tour avec ses moissonneuses-batteuses avant 30 km. Entre le début de sa ferme et la fin de sa ferme, il passe de 600 mm d'eau à 950 mm d'eau. Et son rendement donc augmente au fur et à mesure que la pluviométrie augmente. Qu'est-ce qu'on lui a fait faire? On lui a fait faire des chemins qui correspondent au fur et à mesure de la pluviométrie à un remplissage de moissonneuses-batteuses. Donc les moissonneuses-batteuses arrivent sur un chemin, les remorques l'attendent, jamais une remorque dans les champs, aucune compaction, il vide son grain dessus, la boisseuse repart pour 30 km et à chaque fois il y a une remorque qui attend. Voulez-vous battre contre des gens comme ça, avec le modèle français? Il est perdu d'avance, ce modèle soi-disant industriel. Mais vous êtes balayé par des modèles comme ça. Quand il traite lui en avion, il traite à 200 hectares. Bon, on va peut-être... s'il vous plaît. Il faut faire une France des terroirs, comme a dit Marc Dufumier. Oui. Donc, je vous propose, sur ces témoignages, de vous arrêter là. C'est vrai que la question de la taille et des économies d'échelle reste un vieux problème d'économie. Ce que je vous propose, c'est que dans la salle, vous vous adressiez maintenant aux membres de la table ronde, donc sur les questions et aux personnes que vous souhaitez. Pendant que les micros circulent, je voulais juste poser une question à Madame Céline Imard sur malgré tout, le sentiment quand même très fort, enfin moi je vois pas mal d'agriculteurs, d'élus, syndicaux, etc., et un sentiment très fort de désaveu, je dirais ça comme ça. Bon, on se fait traiter de pollueurs, on se fait traiter... C'est quelque chose qui est très puissamment ressenti par beaucoup d'agriculteurs. Et comment vous imaginez que, quelque part, vous parlez de clichés, mais les clichés, c'est toujours un peu un terme compliqué. Comment vous imaginez que les agriculteurs puissent retrouver ou puissent ne plus se sentir en cette situation de désaveu? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Il faudrait qu'ils communiquent et qu'on communique sur nos pratiques et qu'on ouvre nos fermes. Je crois que c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, il y a... Après, on se sent, enfin moi je me sens, et on se sent en général assez aimé par la population. Enfin, on voit le salon de l'agriculture, on voit les sondages. Il y a quand même une grande majorité des Français qui sont attachés à leurs agriculteurs, attachés à leur agriculture. Donc il y a de l'amour entre la société et l'agriculture. Mais après, ces clichés qu'on reçoit et qui font mal. Non, je pense que aujourd'hui, il y a une partie de la société qui voit un peu nos exploitations comme dans Martine à la ferme. Et quelquefois, ce qui nous agace un peu, c'est... en gros, c'est un peu le small is beautiful. Et puis, il y a 100 ans, on était avec la charrue et les bœufs, alors c'était mieux. Et on a envie de dire aux gens, mais non, enfin, regardez, aujourd'hui, c'est sûr, ça a évolué, on est dans un contexte différent. Mais regardez les efforts qu'on fait, regardez les pratiques qu'on met en place. Et voilà, c'est à nous, je pense, pour... Donc, il y a d'abord un enjeu de communication. Oui, bon, puisqu'on est face à un public, ouais. donc on va lui demander de communiquer à ce public. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous m'entendez. Moi, je voudrais que, en fait, dans le moment où vous avez posé le débat sur ce que devait être l'agriculture de demain, je suis surpris que les premiers destinataires de cette agriculture n'aient pas été mentionnés dans les termes du débat. Les premiers destinataires de l'agriculture, c'est ceux qui mangent les produits de l'agriculture, c'est-à-dire c'est tout le monde. Et donc ça pose évidemment la question de l'intérêt général. Et on n'a pas posé la question de l'intérêt général. Alors moi, je vais émettre une hypothèse de ce que devrait être l'agriculture de demain. C'est une agriculture qui rend service, qui porte l'intérêt général. Et le premier d'entre eux, c'est d'entretenir les paysages, certes. C'est de nourrir les Français, les Européens, et pas forcément le monde. C'est d'apporter aux Français et aux Européens des aliments de qualité. Quand je dis qualité, ça veut dire des qualités gustatives et des produits variés, et qui leur permet d'être en bonne santé.
Et puis pour être en bonne santé, il faut produire sans empoisonner les terres, l'air et l'eau, et les animaux, et enfin et les destinataires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui mangent. Les humains qui mangent. On avait demandé que vous adressiez plutôt... Alors, je vais juste finir parce que les acteurs majeurs, c'est les agriculteurs évidemment, et les agriculteurs, il faut préserver leur emploi et leur offrir des emplois de qualité, durables, qui soient eux-mêmes en bonne santé physique et mentale, puisqu'il y a beaucoup de suicides, on l'a dit, donc c'est effectivement que le modèle est malade. Et puis, il faut qu'ils aient des revenus justes et élevés, de manière à ce qu'ils apprécient le métier qu'ils font. Voilà. Et si le premier driver, c'est la subvention, eh bien oui, payons les agriculteurs pour qu'ils rendent les services que je viens de citer. Et je voudrais interroger donc les 5 intervenants pour qu'ils nous disent comment on peut faire évoluer la politique agricole commune, puisque c'est le driver majeur, visiblement, pour faire évoluer l'agriculture dans les 10 ans. Merci. Bon, qui commence? Moi, je pense, déjà, le problème de la sécurité alimentaire, il est plus réalisé en Europe. L'Europe est le premier importateur mondial d'aliments. Donc, si on veut que l'agriculture européenne soit à nouveau capable de nourrir l'Europe, il va falloir remettre des bras dans l'agriculture. Et je ne sais pas si c'est faisable. Ça, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut remettre des bras dans l'agriculture maintenant que la terre a été donnée, puisque on a montré que les fermes de 100 hectares, elles ont pas mal grandi. Si vous demandez à ces gens, il va falloir repartager un peu le gâteau. Puis, ça me paraît très, très, très difficile à réaliser. Je ne vois pas comment l'Europe va à nouveau être capable de se nourrir. La France ne fournit que 35% de ses fruits et légumes. Hein. Elle est obligée d'importer 44% de ses poulets, etc. La France ne se nourrit plus. Elle s'est nourrie jusque dans les années 60-70. Depuis qu'on a fait la Révolution verte, vous ne mangez plus. S'il y avait une guerre, ce serait dramatique. L'agriculture française ne fait plus le service que vous demandez. Elle ne vous nourrit plus. Bon. Un autre avis? Bah oui, parce que là, je comprends plus. D'une main, on n'arrive plus à se nourrir, et de l'autre, il faut adopter des modèles agricoles qui produisent moins, puisque avec le bio, on sait que le rendement est plus faible. Mais pas du tout, c'est absolument pas ça. Il faut des bras pour produire. Vous êtes en train de confondre productivité à l'hectare et productivité par agriculteur. Nous sommes à l'heure actuelle dans une forte productivité par agriculteur. Chaque agriculteur produit beaucoup, mais comme il n'y en a plus beaucoup, ça ne nourrit pas les Français. Et si vous voulez avoir une forte productivité au mètre carré, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Si vous prenez l'agriculture paysanne d'Indonésie, du Vietnam, du Laos, elle est très productrice au mètre carré. Par contre, elle n'est pas productive par paysan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paysans au Vietnam qui nourrissent ces 80 millions d'habitants. Nous, on a plus de 300 000 habitants. Ils sont incapables de nourrir les 65 millions de Français. Bon. Ils ont une grosse productivité par individu, mais pas par mètre carré. Okay. Donc, une autre réponse? Non, très court, question très pertinente, celle de l'intérêt général, parce qu'on est tous consommateurs aussi, et l'agriculture est porteuse d'enjeux alimentaires et de santé publique. Après, je reviens vraiment sur le sujet de l'importation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout autosuffisant dans notre manière de nous alimenter, et dans l'orientation des politiques publiques de la PAC, produire, c'est vraiment plus la priorité, en fait. Enfin, produire au sens de rendement ou En fait, ça ne gêne plus personne au niveau des politiques publiques européennes, notamment, d'importer massivement. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour contrôler nos enjeux alimentaires et de santé et de recherche. Et aujourd'hui, je vous donnerai juste un exemple. Je suis désolée, c'est parce que ça me concerne, donc c'est pour ça que je le connais bien. Dans le Tarn, on a une production particulière de niche qui est l'ail rose. C'est l'ail rose de Lautrec. Enfin, voilà, on a quelques producteurs d'ail rose et on arrive encore à faire vivre cette production-là. Il y a de plus en plus de mal parce qu'il y a très peu d'innovation qui est faite sur cette filière, très peu de recherche variétale. Enfin, bon, c'est déjà compliqué. Et en plus, la Commission européenne, il y a 2 ans, me semble-t-il, a décidé d'importer sous IGP européenne de l'ail chinois. Et là, ça a été le coup de grâce, en fait, parce qu'on a eu ces quotas d'importation qui sont arrivés sur le marché sous IGP européenne, commercialisée de l'ail chinois, et donc ça devient extrêmement difficile pour des producteurs d'une culture qui est en train de disparaître. C'est une culture de niche qui est déjà... C'est compliqué de la faire vivre, comme toutes les cultures de niche. Aujourd'hui, ça a été ce coup de grâce-là. Et on a énormément de problèmes de concurrence, et notamment sur ces types de production. Et ça, aujourd'hui, pour les consommateurs et pour les agriculteurs, c'est un vrai problème. Là, je crois qu'on est tous d'accord sur ces enjeux-là. Marc Dufumier? Oui, dans la question, il y avait aussi quand même la qualité de la nourriture. Hein, donc, ouais, effectivement, on est extrêmement dépendant pour un grand nombre de produits agricoles. C'est-à-dire que l'image, notre balance commerciale est excédentaire. Ça peut être très clair. C'est pour les 2 tiers à cause des produits de terroir, champagne, vin, spiritueux, on a dit, et autres. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de produits, y compris stratégiques, on est devenu extrêmement déficitaire. Et la première dépendance qu'il nous faut mettre à bas,
c'est la dépendance à l'égard des protéagineux, soja, tout autre soja en provenance des États-Unis, du Brésil et d'Argentine. Donc évidemment, le premier effort, parce que ça va être progressif, cette nouvelle politique agricole, c'est de quand même réintégrer des légumineuses dans nos champs en rotation, et parallèlement à ça, on sera quand même obligé de réassocier agriculture et élevage. Et pour qu'une politique puisse être efficace en la matière, alors évidemment, ça va dépendre de nous, mais parfois, on ne perd pas toutes les batailles. Mais on a perdu la bataille 2014-2020, on n'a pas su réorienter les aides du premier pilier de la PAC, les fameux 9 milliards d'euros du premier pilier, pour que les agriculteurs soient rémunérés avec une incitation à faire une autre agriculture. Voilà, ça c'est le grave échec, et effectivement, le consommateur, l'environnementaliste, n'a pas pesé de son poids. Certains lobbies, qui ne sont d'ailleurs pas que agricoles, mais dans lesquels il y a quand même le syndicalisme agricole, a voulu jouer la carte de l'ancien, et c'est la catastrophe, c'est la réglementation dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est dramatique. Maintenant, est-ce qu'on perd toutes les batailles, y compris sur le plan international? Je vous dis tout de suite, dans les combats qu'il faut mener, y compris pour un jour, y compris faire des protéines, il va falloir effectivement que rien ne soit signé dans les accords transatlantiques avec le Canada, le CETA, et avec les États-Unis, le TAFTA. Mais il va de soi que nous ne pouvons pas gagner ces accords si, parallèlement, l'Europe impose aux pays africains des accords de partenariat économique qui proposent à des gens qui travaillent à la main le même libre-échange. Parce que alors là, je veux dire, les écarts de productivité entre une femme qui repique du riz à la main et un paysan de Camargue, c'est 1 à 200. Il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac vendu par la paysanne malgache que par celui vendu par un agriculteur de Camargue. Donc on s'échange au même prix. Des rapports dans lesquels on a 200, ça veut dire qu'on va à une rémunération 200 fois inférieure. Ça, il faut mettre fin. Mais si vous voulez qu'on gagne sur le CETA, le TAFTA, il est évident que dans la négociation internationale, il faut surtout que les pays africains, les pays du Sud, soient du côté de l'Europe. Mais il ne faut donc pas leur faire du tort. Et par contre, d'abord, je vous signale que les accords qu'on voulait signer au sein de l'OMC, au final, ils n'ont pas été signés. Pascal Lamy a quitté la présidence, ça n'a pas été signé. Pourquoi? Parce qu'on s'est remué. Seattle, Cancun, il y a des gens, y compris en Afrique et chez nous, qui se sont opposés. Et moi, je demande dans les syndicats agricoles qui vraiment s'est opposé. C'est-à-dire qui est à l'origine du fait qu'un certain nombre d'accords léonins échouent. Et là, je crois qu'il faut aussi savoir assurer. Mais, y compris, on parlait de l'artificialisation, c'est-à-dire le bitume des terres agricoles. Mais écoutez, moi j'ai le souvenir d'un Premier ministre, il était, je crois, spécialiste des courses au Mans, il voulait déplacer le circuit de Magny-Cours sur les plus belles terres agricoles de Flins. Et je vous signale qu'il y a renoncé. Un Premier ministre dans le caca, né dans le caca, était obligé de renoncer à bitumer des terres agricoles. Et aujourd'hui, on installe les maraîchers en bio. C'est des combats que nous avons menés. Et pourquoi alors dans le Grand Ouest, un autre ancien ministre qui veut installer, je ne sais pas trop quel aéroport, pourquoi on ne le ferait pas plier lui aussi? Je veux dire, si on se remue, je suis désolé. Non, certes, en face de nous, on a des bulldozers. Ça, il ne faut pas le nier. Mais penser que pourtant, il faut baisser les bras, non, moi je ne suis pas de cela. Bon. Je pense qu'on peut, et ça va quand même dépendre du consommateur, et l'alliance consommateur-environnementaliste paysan, autour d'un combat, il y a des formes d'agriculture qui peuvent être intensément écologiques ou intensément écologiques, faisant l'usage intensif des ressources naturelles, etc., montrer qu'il y a des perspectives d'avenir, pas des modèles, mais des types de systèmes, des systèmes de production d'avenir qui peuvent être adaptés à chacun des agro-écosystèmes, ça rend quand même optimiste pour dire, désormais, soutenons autre chose que la seule agriculture industrielle. Bon. Et cette alliance, il ne faut pas y renoncer. Il est clair. Oui, Marc, je propose de passer la parole à la salle. Une autre question? Oui, j'ai une question pour Lydie Bourguignon par rapport à l'idée que vous avez mentionnée par rapport à leur ceinture d'agriculture autour des villes. Et je sais qu'à Munich, en Allemagne, ils ont subventionné les agricultures bio autour de la ville. Et ces subventions étaient largement récompensées par les réductions de coûts de traiter l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est votre vision de cette ceinture et est-ce que c'est en contrarie avec l'idée de la Grande Paris? Effectivement, autrefois, Paris avait sa ceinture maraîchère. Moi, nous, on habite à Dijon. Il y avait une ceinture maraîchère autour des villes. Et toutes ces ceintures ont quasiment disparu. Vous vous promenez, même en Europe, en France, vous vous promenez, il y a plus cela. Et je pense qu'au niveau des régions, et même des politiques, on devrait retravailler
sur ces ceintures autour des villes. À l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de prise de décision dans ce sens-là. Quand il y a des terrains autour des villes, très souvent, ces terrains-là sont partis en rocade, en supermarché, et la preuve en est du Grand Paris.